C'est pour une réflexion nationale sur le rôle et les missions de l'État en vue de mieux recentrer son action et à redéfinir les domaines d'action des autres intervenants de la société civile, du secteur privé, que le ministère de la fonction publique a réuni ce mercredi les représentants des institutions républicaines, des députés et des organisations corporatives pour un forum national sur la clarification du rôle et des missions de l'État dans le processus du développement. Une rencontre présidée par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, dans le cadre d'une concertation nationale des acteurs du développement. L'organisation du présent forum national sur la clarification des rôles et missions de l'État dans le processus de développement s'inscrit dans la dynamique d'une concertation nationale des acteurs et se situe dans ce contexte. Essentiellement engagé une réflexion nationale sur le rôle et les missions de l'État en vue de recentrer son action et à redéfinir les domaines d'action des autres intervenants de la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers pour ne citer que cela. Il offre une opportunité à toutes les forces vives de la nation pour contribuer à la définition des voies et moyens pour renforcer l'appareil administratif d'État. Les thématiques ci-après seront présentées. 1. Aperçu de l'action de l'État dans le domaine exécutif, problématiques et suggestions. Aperçu de l'État et la nécessité du renforcement de la participation des autres acteurs, problématiques et suggestions. Aperçu de l'action de l'État dans le domaine législatif et aperçu de l'action de l'État dans le domaine judiciaire. Selon le professeur Alpha Condé, les gouvernements africains sont confrontés à un certain nombre de phénomènes qui affectent grandement le fonctionnement de l'ensemble des services publics et des institutions de l'État, dont la Guinée n'y fait pas exception. Et particulièrement au niveau de l'administration. Nous savons aujourd'hui que nos pays, nos gouvernements sont confrontés à 3 types de phénomènes. La compétitivité, comment attirer les jeunes cadres lorsque le privé paye mieux, comment les attirer dans l'administration. Deuxièmement, la maîtrise du savoir, surtout avec le développement des nouvelles technologies d'information. Et troisièmement, bien sûr, la concurrence du secteur privé pour l'emploi des jeunes diplômés les plus performants. Comment l'administration guinéenne peut s'adapter à ces différents phénomènes? D'abord en cherchant à s'adapter aux changements et aux tendances en cours. Cette option concerne l'intégration des méthodes innovantes ou l'adoption des connaissances scientifiques, techniques et administratives dans le fonctionnement de tous les services et de toutes les institutions du secteur public. Il faut noter que la conclusion de ce forum servira de base pour guider le processus de refondation de l'État et de rationalisation des missions des structures de l'administration guinéenne. Soucieuse de la situation économique du pays, la Banque centrale de la République de Guinée a présenté ce mercredi dans la salle de conférence un programme d'étude de l'impact de la maladie à virus Ebola sur le système financier guinéen. Objectif, évaluer l'impact de cette épidémie sur le système financier et ses implications sur la mise en œuvre de la politique monétaire et d'échange. Selon les statistiques officielles, à la date du 22 juillet 2015, la maladie a causé en Guinée environ 2062 décès sur 3322 cas confirmés. Les cas probables et suspects sont estimés respectivement à 450 et 11. L'épidémie a déjà touché 25 préfectures sur les 33 que compte notre pays, ainsi que les 5 communes de la capitale Conakry. Au plan économique, tous les secteurs d'activité sont affectés avec des ampleurs plus ou moins différentes. Les projections de croissance économique ont été revues à la baisse. En 2014, nous avons eu un taux de croissance de 1% et en 2015, nous attendons encore de voir les projections définitives. L'une des conséquences, c'est le recul des investissements. Les perspectives d'emploi ont été compromises dans le secteur productif, notamment dans les industries, les BTP et particulièrement dans les mines, ainsi que dans le secteur des services.
Concernant les risques, la direction de la Banque centrale entreprend des mesures étant de répondre. Le fait que l'épidémie s'est déclenchée en mars a créé une panique au niveau du système financier. Cette panique, ça a été limité en tout cas dans le secteur financier comparé à ce qui s'est passé au niveau du secteur réel. Vous avez vu les résultats par exemple sur le secteur tertiaire par exemple, le secteur des services notamment le transport, l'hôtellerie, le tourisme, ça a été plus catastrophique que dans le secteur bancaire. Mais le risque actuellement réside au niveau du secteur des finances publiques. Aujourd'hui, les recettes ne rentrent pas comme prévu. Pendant ce temps, les dépenses sont difficilement compressibles. Donc ces risques-là peuvent peser légèrement sur les acquis de la Banque centrale, mais je pense que les mesures sont en train d'être prises de tous les côtés pour freiner en tout cas l'impact de l'épidémie sur l'économie nationale. La Banque centrale, étant conservatrice de l'économie guinéenne, durement frappée par l'épidémie Ebola, en particulier en général, tous les secteurs d'activité. Elle prépare une offensive pour soigner les saignées financières causées par Ebola. La succession à la tête de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse écrite indépendante fait jaser. La bataille s'annonce acharnée entre les potentiels candidats à la présidence de l'AGEPI. Dans son marathon à la quête de l'électorat, le patron du groupe de presse Fax met à nu l'état du bureau en place. Depuis 2009, il n'y a pas de congrès électif, donc tout le bureau qui est à l'AGEPI actuellement est un bureau illégal. Donc nous avons fait la démarche pour que l'AGEPI puisse avoir une nouvelle image qui permet à l'ensemble des éditeurs de la Guinée de relever la tête et de regarder les gens en face, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas demander à un journaliste de la presse écrite de couvrir un politique et qu'il écrive quoi que ce soit, encore fut-il vrai, sur ce politique, alors que l'organisation que lui, le Régis, c'est une organisation qui baigne dans la clandestinité, dans l'illégalité, dans le flou entretenu à dessein. Donc, devant la presse, nous avons parlé du fait qu'il y a nécessité de reprendre, de donner une nouvelle image à l'AGEPI à travers le congrès électif, et que certains ne veulent pas cautionner, même en porte-à-faux avec les textes. Et nous ne continuerons plus à être dans ce qu'on appelle le consensus, parce que aujourd'hui les textes priment. C'est de fait, les textes priment sur le consensus. Et le consensus, on sait jusqu'où ça nous a amené. C'est ce consensus qui a fait que le bureau est resté 3 ans sans qu'il n'y ait un renouvellement. Nourri d'ambition, le candidat Ibrahima Marco Ba entend révolutionner le monde de la presse, notamment celle écrite. Tout sera transparent, c'est-à-dire que tous les mouvements de compte de l'AGEPI seront affichés et sur le site internet et au tableau là-bas. Tout le monde, tous les éditeurs, à travers leurs emails, leurs courriers, seront au même niveau d'information. Maintenant, au niveau de la publicité, parce que c'est là où il y a assez de problèmes, au niveau de la publicité, on a institué un système rotatif pour permettre à l'ensemble des éditeurs qui sont en conformité avec les cotisations, disons qui sont dans la légalité, de bénéficier d'un retour d'affiliation à cette association, qui était une institution qui est aujourd'hui à Lambeau. Allez dans les locaux de l'AGEPI, vous avez honte d'être journaliste. Quand c'est comme ça, les gens qui ont des titres qui nous paraissent plus jamais, se sont retrouvés à l'AGEPI pour prendre là-bas en otage. Il y en a qui y passent la nuit. Alors, comment voulez-vous qu'on laisse faire des situations comme ça? Donc, il faut déjà que des gens responsables reprennent l'AGEPI, qu'ils n'aient pas à tirer sur l'AGEPI, qu'ils envoient des choses vers l'AGEPI. Nous, c'est ce qu'on a. On a l'aptitude, on a des réseaux relationnels qui nous permettent de driver plein de choses pour l'ensemble de la presse. C'est la formation et toujours la formation. C'est quoi? La formation au niveau des managers, des directeurs de publication, parce qu'il faut avoir l'aptitude à la fois intellectuelle et le contact pour amener
vers ce que tu as comme entreprise de presse. Et ensuite, le niveau écrit, parfois on a honte de se présenter comme journaliste parce que quand des gens s'expriment ou ils parlent, vous prenez la tête et vous dites au fond, c'est le mot que vous avez utilisé, c'est un vrai faux. Donc aujourd'hui, le chantier est immense. Et il faut tout faire pour relever le niveau. S'agissant des moyens à sa disposition et de ses atouts pour briguer la présidence de l'AGEPI, le journaliste ne tarit pas d'arguments. Déjà, j'ai des connexions personnelles qui m'ont permis de développer mon média, qui m'ont permis de développer mon groupe de presse, que je peux mettre à contribution. Moi, je suis à la fois journaliste passionné qui est là depuis 1997. Je suis membre de la Fédération africaine de critique de cinéma, c'est notre réseau relationnel. Je suis membre de beaucoup d'autres organisations qui mettent de l'argent sur la presse, mais il faut savoir aller le chercher, cet argent, avec ce qu'il faut et justifier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui bloquent, parce que ce n'est pas des bonnes personnes qui sont au niveau de l'AGP. À noter que le mandat du bureau en place est échu depuis 2012 et face à cette illégalité, des voix s'élèvent dans le monde de la presse écrite pour réclamer un congrès électif, congrès qui semble imminent. Échanger sur l'implication des acteurs de la société civile dans le secteur étatique, politique et civil du pays, telles sont les attentes du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne CNOX. Ce mardi à Conakry, le CNOX a rencontré quelques institutions nationales dans le but de préparer le Forum social guinéen prévu en septembre. Ce forum intervient en prélude du Forum social africain qui se tiendra en Guinée. La Guinée a organisé en 2004 le Forum social guinéen. Ce Forum social a lancé le débat même sur la problématique de la contribution de la société civile dans le renforcement de la gouvernance démocratique. C'est pourquoi en 2006, on a lancé les premiers mouvements sociaux et en 2007, le grand mouvement social qui nous a permis d'influencer le processus de développement démocratique du pays. Et aujourd'hui, la Guinée a été retenue et le Conseil national pour abriter le Forum social ouest-africain. Le Forum social ouest-africain va réunir le mouvement social des pays de l'Afrique de l'Ouest et ils vont se retrouver en Guinée autour de la problématique de la sécurité, autour de la problématique du terrorisme et du fondamentalisme religieux. S'agissant de la particularité du Forum social guinéen, le président du CNOX explique. L'objectif de ce Forum social qui va se tenir, il est différent des autres parce qu'habituellement on organisait autour de plusieurs thématiques. Cette fois-ci, il y a une thématique centrale qui est la problématique de l'insécurité en Guinée. Nous avons constaté que dans l'esprit du Guinéen, quand on parle de sécurité ou d'insécurité, c'est un problème des hommes en uniforme. Mais l'insécurité, c'est un problème de société. Les délinquants, les criminels sont dans les familles, ils sont dans les quartiers. Alors, on ne peut pas régler cette problématique sans une adhésion de la société civile, sans une adhésion des familles. C'est pourquoi le débat, il va alimenter, n'est-ce pas, aussi le programme national de sécurité, mais aussi faire des propositions pour les différentes réformes du secteur de la sécurité et de défense qui sont en perspective dans notre pays. La représentante du Conseil économique et social demande la solidarité des acteurs de la société civile en vue de jouer pleinement le rôle de représentativité de la population. Avoir la société civile aujourd'hui, renforcer sa capacité pour que... Il y a beaucoup de sociétés civiles aujourd'hui en dehors du CNOX, mais il faudrait que chacun peut garder sa paternité. La pluralité n'est pas mauvaise, mais c'est dire que c'est une compétition ou un tiraillement, c'est pas ça. Parce que tous ont l'objectif de construire, de développer le pays. Et c'est pour ça qu'ils doivent avoir une même plateforme, être ensemble, se souder. Pour la bonne marche de ce forum social guinéen, le CNOX invite les acteurs concernés à plus d'implication et d'accompagnement afin de réussir la grande mobilisation africaine prévue en Guinée.
Échanger sur l'implication des acteurs de la société civile dans le secteur étatique, politique et civil du pays, telles sont les attentes du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne CNOX. Ce mardi à Conakry, le CNOX a rencontré quelques institutions nationales dans le but de préparer le forum social guinéen prévu en septembre. Ce forum intervient en prélude du forum social africain qui se tiendra en Guinée. La Guinée a organisé en 2004 le forum social guinéen. Ce forum social a lancé le débat même sur la problématique de la contribution de la société civile dans le renforcement de la gouvernance démocratique. C'est pourquoi en 2006, on a lancé les premiers mouvements sociaux et en 2007, le grand mouvement social qui nous a permis d'influencer le processus de développement démocratique du pays. Et aujourd'hui, la Guinée a été retenue et le Conseil national pour abriter le forum social ouest-africain. Le Forum social ouest-africain va réunir le mouvement social des pays de l'Afrique de l'Ouest et ils vont se retrouver en Guinée autour de la problématique de la sécurité, autour de la problématique du terrorisme et du fondamentalisme religieux. S'agissant de la particularité du Forum social guinéen, le président du CNOX explique. L'objectif de ce Forum social qui va se tenir, il est différent des autres parce qu'habituellement on organisait autour de plusieurs thématiques. Cette fois-ci, il y a une thématique centrale qui est la problématique de l'insécurité en Guinée. Nous avons constaté que dans l'esprit du Guinéen, quand on parle de sécurité ou d'insécurité, c'est un problème des hommes en uniforme. Mais l'insécurité, c'est un problème de société. Les délinquants, les criminels sont dans les familles, ils sont dans les quartiers. Alors, on ne peut pas régler cette problématique sans une adhésion de la société civile, sans une adhésion des familles. C'est pourquoi le débat, il va alimenter, n'est-ce pas, aussi le programme national de sécurité, mais aussi faire des propositions pour les différentes réformes du secteur de la sécurité et de défense qui sont en perspective dans notre pays. La représentante du Conseil économique et social demande la solidarité des acteurs de la société civile en vue de jouer pleinement le rôle de représentativité de la population. Avoir la société civile aujourd'hui, renforcer sa capacité pour que... Il y a beaucoup de sociétés civiles aujourd'hui en dehors du CNOX, mais il faudrait que chacun peut garder sa paternité. La pluralité n'est pas mauvaise, mais c'est dire que c'est une compétition ou un tiraillement, c'est pas ça. Parce que tous ont l'objectif de construire, de développer le pays. Et c'est pour ça qu'ils doivent avoir une même plateforme, être ensemble, se souder. Pour la bonne marche de ce forum social guinéen, le CNOX invite les acteurs concernés à plus d'implication et d'accompagnement afin de réussir la grande mobilisation africaine prévue en Guinée. Ça, c'est la viande d'agroti, vendue et consommée à Komodou, une sous-préfecture de Kérouane. À l'apparition de la fièvre Ebola en mars 2014, la première instruction donnée par les autorités était d'arrêter la consommation de la viande de brosse. Mais une chose qui n'a pas été abandonnée, parce qu'à l'intérieur du pays, la population ne vit que de la chasse d'une part. Nos parents disent que nous sommes nés dans ça, grandis dans ça, que ce n'est pas facile de laisser. Les gens sont prêts même de partir en bouche. Cette viande s'obtient grâce aux chasseurs. Malgré l'interdiction de consommer la viande de brosse en cette période d'épidémie, les passagers qui traversent cette sous-préfecture achètent cette viande. Pour cette vendeuse, la viande d'agroti n'a pas d'effet négatif. À l'intérieur du pays, la population est en grande partie consommatrice de la viande de brosse, comme s'il n'y a jamais eu de sensibilisation. Cependant, Ebola, qui semble être vaincu, continue son petit bout de chemin, car il y a toujours des réticences avec son corollaire de victimes.
Une Afrique émergente et forte, voilà ce que souhaite le président américain Barack Obama aux Africains. C'était ce mardi 28 juillet 2015 lors de son discours tenu dans le hall Nelson Mandela au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le monde doit reconnaître les progrès extraordinaires accomplis par l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a une des croissances les plus rapides au monde. Les prévisions tablent sur une évolution des classes moyennes africaines à plus d'1 milliard de consommateurs. Avec des centaines de millions de téléphones qui ont tous accès à Internet, l'Afrique est en mouvement. Une nouvelle Afrique émergente, préparée par ses progrès et les partenariats avec le monde. Le président américain a ainsi réaffirmé sa vision d'un continent africain prometteur. Il a également plaidé pour une évolution des relations politiques et économiques entre l'Afrique et les États-Unis, des relations équitables. Président, j'ai travaillé à changer les relations américaines avec l'Afrique. Maintenant, nous écoutons attentivement nos amis et travaillons en tant que partenaires égaux. Et je suis fier des progrès que nous avons faits. Nous avons boosté les exportations américaines en Afrique, un domaine qui crée de l'emploi pour les Américains, mais aussi pour les Africains. Lors de ce discours aux Africains, le président Barack Obama est revenu sur les piliers d'un développement fiable, la lutte contre la corruption, la nécessité d'avoir une vraie démocratie avec des institutions fortes, l'éducation et la santé pour tous sont autant de pistes évoquées pour construire une Afrique forte, sans oublier la lutte contre le terrorisme. Barack Obama est le premier président en exercice des États-Unis à prendre la parole dans les locaux de l'Union africaine. Difficile de trouver une voie hors de la Libye pour saluer le verdict rendu hier à Tripoli à l'encontre de 37 dignitaires de l'ancien régime. Au-delà des 9 condamnations à mort, dont celle de Seif al-Islam Kadhafi, c'est toute une procédure judiciaire qui est dénoncée par les ONG, le Conseil de l'Europe ou encore l'ONU. Le personnel des droits de l'homme sur place a suivi de près le procès et a pu constater en effet des manquements en matière de procès équitable, notamment des problèmes d'accès aux prévenus pour leurs avocats, des problèmes simplement que les personnes ont été jugées par coutumace, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas présents lors de leur procès. C'est le cas de celui qui était désigné par son père comme son successeur à la tête du pays. Seif al-Islam n'a comparu que 3 fois en vidéoconférence depuis le début du procès en avril 2014. On ignore aujourd'hui le lieu exact de sa détention. À ces vices de procédure s'ajoute le fait que la Cour pénale internationale a demandé son extradition à La Haye depuis son arrestation en 2011. Ma position est toujours en faveur d'une extradition à La Haye, même si aujourd'hui, il ne pourrait plus vraiment y avoir un procès équitable, étant donné que ces co-accusés, qui pourraient venir témoigner, doivent être exécutés. Désormais condamné à mort, Seif al-Islam peut faire appel du verdict, contrairement à ceux qui écopent de peine de prison. L'espoir d'un revirement de la justice libyenne est mince, mais le fils Kadhafi peut espérer profiter de la guerre en cours entre les milices de Zenten, par qui il est détenu, et les groupes islamistes qui contrôlent Tripoli, où il a été condamné. Autrefois abandonnées à cause des 2 décennies de conflits, les terres situées dans le nord de l'Ouganda attirent aujourd'hui les agriculteurs. Il y a encore quelques années, il était inimaginable de voir pousser des cultures sur ces vastes étendues pourtant fertiles. L'insécurité engendrée par plusieurs années de conflits empêchait les agriculteurs de faire un quelconque investissement. David Ojok est l'un des 70 000 agriculteurs de la région. Le rétablissement de la sécurité l'a poussé à investir dans ces terres. Nous étions autrefois traumatisés par la présence de Joseph Kony, mais cela fait longtemps que nous n'entendons plus parler de lui et il n'apparaît plus. Il était le gros problème qui nous empêchait de travailler tranquillement nos terres. Maintenant que nous nous sentons en sécurité, nous pouvons travailler sur nos champs pendant de longues heures, parfois jusqu'au coucher du soleil. Nous avons même pu élargir nos champs afin de produire plus. L'Ouganda a connu 2 décennies de conflits dont l'un des principaux acteurs était Joseph Kony, le chef des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur. Depuis son inculpation par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, le chef de la LRA apparaît de moins en moins. Les communautés locales ont lentement regagné leur foyer et travaillent à reconstruire leur vie. Depuis 2003, de grandes entreprises ont investi dans la région et développent l'agro-industrie. Notre projection dans les 5 prochaines années est d'atteindre plus de 100 tonnes métriques parce que le sous-secteur est en pleine expansion. Il y a 2 ans, on ne comptait que 2 moulins dans la région. Mais au moment où nous vous parlons, cette petite ville possède plus de 28 usines.
Elle a connu un énorme succès et la population profite bien de cet essor. Outre la production agricole, l'industrie Mukwano souhaite investir jusqu'à 20 millions de dollars dans le raffinage du pétrole, l'emballage et la transformation des aliments pour animaux. La fin du conflit en 2006 a favorisé le retour et l'épanouissement d'environ 2 millions de personnes dans la région. Attiré de nuit hors de son parc où la chasse est interdite, le lion Cécile a été abattu après 40 heures de traque par Walter James Palmer, un riche dentiste du Minnesota qui avait payé 50 000 $ de Zimbabwéens pour s'offrir ce trophée. Nous avons perdu une icône, un lion mâle, connu sous le nom de Cécile. Cécile, c'était le lion star du Zimbabwe. Âgé de 13 ans et quasiment semi-domestiqué, il était connu dans tout le pays pour sa crinière noire. Il y a 2 semaines, son corps sans vie a été découvert dépecé et décapité. Sa tête n'a toujours pas été retrouvée. Walter James Palmer, son bourreau, n'en serait pas à son coup d'essai. Selon l'association des opérateurs de safari du pays, il aurait déjà pratiqué d'autres chasses illégales. Traqué à son tour par les internautes, le dentiste commençait à prendre forme devant son cabinet, lui aussi fermé. Suite à ce déferlement, je pensais avoir embauché des guides professionnels avec tous les permis nécessaires. Je comptais sur mes guides afin d'assurer une chasse légale. ce mercredi pour braconnage. James Walter Palmer, lui, a déclaré se tenir à disposition de la justice. En plein cœur de la nuit, ces 3 migrants syriens vont tenter de passer illégalement en Angleterre. Leur plan, s'introduire sur le site d'Eurotunnel à Calais. Car c'est d'ici que partent tous les jours les navettes pour le Royaume-Uni. Ils seront stoppés net par les patrouilles de policiers, sur les dents depuis ces derniers jours. Car dans la nuit de lundi à mardi, 2000 migrants ont tenté de pénétrer sur le site d'Eurotunnel. Un afflux massif pour saturer le dispositif de sécurité. Aujourd'hui, Bernard Cazeneuve accuse Eurotunnel de n'avoir pas fait les efforts nécessaires face à l'aggravation de la situation. 70% de ceux qui ont franchi les frontières extérieures de l'Union européenne depuis le début de l'année 2015 sont des migrants économiques irréguliers, qui ne relèvent pas du statut de réfugiés en Europe. Hier, la Grande-Bretagne a promis de débloquer 10 millions d'euros pour ramener ces migrants en Afghanistan et en Afrique. Depuis le mois de juin, 8 migrants sont morts en tentant de monter à bord des navettes En Marche. Et cette nuit, un migrant est décédé écrasé par un camion dans le tunnel sous la Manche.